Amigo, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Et dans le football, l'amour du maillot est tout en haut de la liste. Quand on signe pour un club, on doit en connaître l'histoire, les codes, comprendre que l'on n'est pas juste un joueur de foot, un simple employé, mais le représentant d'une ville, d'un peuple. Et si tu ne t'identifies pas réellement à ce club, le minimum sera de toujours tout donner et de ne surtout pas signer chez le rival. C'est la moindre des choses. Question de respect. Le problème, c'est que le respect est mort chez pas mal de joueurs et chaque été, on se retrouve avec des transferts que l'on disait pourtant impossibles. Du coup, ça m'a inspiré cette vidéo où je vais rendre hommage à nos plus grands traîtres de notre bonne vieille Ligue 1. Je t'ai même fait à 11 types. Petit 11 de gros traite en 3-4-3. Bon, ne cherche pas non plus trop de cohérence tactique, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai fait au mieux. Et reste bien jusqu'au bout, j'ai un petit coup de gueule aussi à passer à ce sujet. Allez, on commence tranquillement avec Grégory Coupet. Pas le plus grand traître de cette liste, Icône de l'Olympique Lyonnais, mais formé à Saint-Etienne, Grégory Coupet. Et à l'époque, on ne pouvait pas dire qu'il partait au meilleur des moments. 6 mois après une descente en Ligue 2, c'est moche. Les Stéphanois l'avaient vraiment mal pris à l'époque, et on le comprend. Mais dans le fond, quand on connaît vraiment les tenants et les aboutissants de ce transfert, est-ce qu'on pouvait réellement lui en vouloir? Il était jeune, prometteur, on peut comprendre qu'il ne voulait pas continuer de jouer en Ligue 2. Et Saint-Etienne, à ce moment-là, était au plus mal financièrement et avait un besoin vital de vendre des joueurs. Et le club qui faisait la meilleure offre à ce moment-là, c'était Lyon. Ce transfert arrangeait absolument tout le monde. C'est difficile de charger uniquement Coupet pour ce transfert, surtout que lui est toujours resté très classe vis-à-vis de son ancien club, et ce malgré tous les derbys houleux qu'il a dû jouer, tous les sifflets et toutes les insultes. Gabriel Heinze, révélé au PSG, champion de France avec l'OM. Ça pique. Bon, au moins il a eu la décence de ne pas passer du PSG à l'OM directement, contrairement à d'autres dans cette liste. Entre temps, il a quand même joué pour Manchester United et après avoir fait un flop au Real, il voulait rentrer en France pour se relancer. Et vu ses nombreuses déclarations à l'époque, on sentait qu'il avait plutôt envie de rentrer au PSG. En France, je ne peux jouer qu'au PSG, le PSG restera toujours le club de mon cœur, j'ai vécu une histoire d'amour avec Paris et ses supporters, c'est donc en toute logique qu'il a signé pour l'OM. Ouais. Il a même accepté de baisser son salaire pour rejoindre Marseille tellement qu'il était motivé. Ah, si j'étais parisien, je l'aurais eu très mauvaise. Mais bon, d'un autre côté, le PSG ne peut pas trop se plaindre puisqu'à l'époque, les dirigeants ont fait le choix. Ils étaient intéressés par Heinze mais n'ont pas fait de proposition. Heinze l'attendait celle-là. Il ne l'a jamais vue. Le PSG n'a pas fait d'offre parce que, je cite, ça aurait été compliqué pour le jeune Mamadou Sakho. Bon après, ça n'excuse pas tout. Je pense qu'un joueur comme Gabi Heinze, qui à l'époque était quand même une star, aurait pu se trouver un autre club européen pour se relancer. Il n'était pas obligé d'aller à l'OM. Là, je pense qu'il n'y aura absolument aucun débat dans les commentaires. On est sur les deux plus gros traîtres de l'histoire, Frédéric Déhu et Fabrice Fiorez. Je mets les deux dans le même panier puisque les deux sont passés du PSG à l'OM en même temps. Les deux venaient de faire une saison fantastique, le PSG avait fini deuxième, venait de gagner la Coupe de France, allait jouer la Ligue des Champions, mais non, ils partent à l'OM, uniquement pour l'argent. L'OM n'était même pas qualifié en Ligue des Champions cette saison-là. Déhu, le capitaine emblématique qui se vexe parce que le club lui propose un contrat, une prolongation de contrat à la baisse, 20% de moins sur son salaire, parce qu'il commençait à se faire vieux et que le PSG avait besoin de faire des économies. Je peux comprendre que ça le fasse chier, mais quand t'es le capitaine de ce club, quand tu ne cesses de clamer ton amour pour ce club, qu'on te voit en larmes pour ce club et que tu ne cesses de répéter que l'argent n'est pas un problème pour toi, à un moment donné, il s'agit d'être cohérent. Mais alors Fiorez, non mais alors lui c'est le GOAT. Lui c'est vraiment exceptionnel, parce qu'au moment où Déhu signe à l'OM, Fiorez, lui, prolonge au PSG avec une très belle revalorisation salariale à la clé. Et à ce moment, il dit très clairement: je me sens super à l'aise au PSG, je suis parisien à 300%. 300% quand même. Et à la toute fin du mercato, en tant que fier parisien, en tant que parisien à 300%, il signe donc à l'OM. Et pire, il signe à l'OM en critiquant le PSG qu'il qualifie de prison et de secte.
la grande classe. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que même les Marseillais n'en voulaient pas. Le mec était détesté dans les deux camps, parce qu'à Marseille, on se souvenait très bien de ses insultes après avoir marqué un but contre l'OM. Et le pire, c'est qu'il a osé, au moment de la signature, dire que Marseille était son club de cœur. Ah non, mais à ce niveau-là, c'est plus de la trahison, c'est de l'art. Souleymane Diawara, là aussi c'est pas mal comme cas. Taulier du Bordeaux de Laurent Blanc, et une fois le titre gagné, il signe chez le rival marseillais. Encore un. Bon, sportivement ça peut se comprendre, Marseille était en train de bâtir une grosse équipe pour aller chercher le titre, tandis que Bordeaux commençait à perdre ses talents, les Gourcuff, les Chamac, Laurent Blanc, admettons pour le sportif. Et certainement que financièrement ça devait être plus intéressant aussi. Mais vu la cote qu'il avait à ce moment-là, on va pas me faire croire qu'il n'avait pas de meilleure offre, qu'il n'avait pas la possibilité de franchir un palier supplémentaire dans sa carrière sans manquer de respect au club qui lui a donné une carrière. Non, parce qu'il faut se souvenir du niveau de Souleymane Diawara avant d'arriver à Bordeaux. Blanc et Gasset ont quand même fait un travail assez monumental avec lui. D'ailleurs, en parlant de donner une carrière à quelqu'un, si tu veux m'en donner une, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner s'il te plaît. Celle-là, elle est bien. Lassana Diarra, enfin un mec qui passe de l'OM au PSG et pas l'inverse. Joli cas Lassana Diarra, parce qu'avec lui la trahison et même le manque de respect avait commencé avant même de signer pour le PSG. Le mec fait 6 bons mois, retrouve l'équipe de France, devient le chouchou du Vélodrome et puis plus rien. Le mec commence à choisir ses matchs, refuse les déplacements trop fatigants en Europa League, se permet d'annoncer qu'il signera ailleurs avant une finale de Coupe de France alors qu'il n'a strictement rien de signé avec un autre club. Il fait le forcing pour rompre son contrat. Et tout ça pourquoi ? Pour signer aux Émirats Arabes Unis au mercato d'hiver, pour revenir illico presto au PSG 6 mois après. Bon, en soi, qu'il signe au PSG, ça peut se comprendre. Il est né à Paris, il a grandi dans le quartier de Belleville, ok, pourquoi pas. Mais quasiment juste après être passé par l'OM, après avoir quitté l'OM en mauvais termes, alors que l'OM lui a permis de relancer clairement sa carrière, franchement, c'est moche. Peter Luxin. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ce nom ne vous dit certainement pas grand chose, mais sachez que c'était l'un des plus gros espoirs français dans les années 90. Mais aussi un des plus beaux traites. Ah, il nous a fait le triplé, Dans un premier temps, il passe de Bordeaux à l'OM. Bon, ça, à l'époque, ça passe encore, puisqu'il est né à Marseille, donc en dehors de Bordeaux, ça ne fait pas trop jaser. Mais une fois à Marseille, après 2 saisons, il signe au PSG. Ah forcément, ça la fout mal. Ça la fout mal parce que accepter de signer à l'OM, dire qu'on aime l'OM quand on est dans une très grosse équipe qui finit en finale de Coupe de l'UEFA, l'Europa League maintenant, la grosse équipe de Roland Courbis avec Ravanelli, Pires, Dugarry, Laurent Blanc, là il y a pas de souci. Mais quand tu tailles à la première saison un petit peu compliquée, bon, forcément l'amour du maillot, là on n'y croit plus trop. Surtout quand tu tailles pour aller au PSG qui est en train de monter un projet absolument dingue. Bon, tu sens que tu signes pour autre chose que l'amour du maillot. Non, parce qu'à l'époque, le PSG s'était lancé dans un projet, le PSG des banlieues. L'idée, c'était de faire une Dream Team avec beaucoup d'argent à dépenser, donnant de très très gros contrats aux plus grands talents français du moment, aux plus grands espoirs français du moment, mais des espoirs issus des banlieues. Les Anelka, Luxin, Mendy, Distin et aussi Stéphane Dalma qui jouait à l'OM à la même époque. Le doublé pour le PSG. Alors autant Dalma, je ne m'attarde pas spécialement dessus parce que lui n'était pas spécialement lié à Marseille ou à l'OM. Mais bon, pour Luxin, bon, tu sens quand même que les contrats pharaoniques du PSG lui ont vite fait oublier ses origines marseillaises. Mathieu Valbuena, évidemment. Bon, je ne veux pas non plus trop m'attarder sur son cas, tout le monde le connaît, c'est quand même assez récent. Signé à Lyon quand tu as été le chouchou du Vélodrome et qu'on a même retiré ton numéro, c'est pas franchement la classe. C'est plus la réaction de Valbuena qui est intéressante. Car même après les sifflets, les insultes, les banderoles, lui s'est toujours défendu d'être un traître. Il a toujours montré son étonnement vis-à-vis du traitement que les Marseillais lui avaient réservé. Alors, la plupart pensent que c'était juste une manière de se défendre, mais je pense qu'il y a autre chose. À ce moment-là, la rivalité entre Lyon et Marseille est encore très récente. Le rival, c'est toujours le PSG. Et je pense sincèrement que Valbuena, à ce moment-là, devait se dire qu'il ne faisait rien de mal, qu'il signait juste dans un autre club français. Il ne rejoignait pas le PSG, donc tout allait bien. Et d'ailleurs, si cette rivalité est désormais très claire pour tout le monde, je pense qu'en partie,
c'est dû aux réactions très virulentes de ce transfert. Alors évidemment, ça ne se limite pas qu'au cas Valbuena, la rivalité Lyon-Marseille. Il y a beaucoup de choses à dire, ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo, dis-moi dans les commentaires si t'aimerais bien que je creuse un petit peu le sujet. Mais je pense vraiment que ça a été un des éléments fondateurs de cette rivalité. Valère Germain, avoue que tu l'avais pas vu venir celui-là. Mais c'est marrant, hein, personne n'en parle alors que le mec a littéralement joué pour tous les clubs du Sud. Aucun problème, manque plus qu'il finisse sa carrière à Bastia et il aura fait le grand chelem. Le mec est formé à Monaco, explose à Nice, où il déclare que le plus grand club de la Côte d'Azur, c'est Nice, d'ailleurs il avait raison, revient à Monaco comme si de rien n'était, finit champion de France, et une fois arrivé au sommet, il se barre à l'OM. Et quand il marque contre ses anciens clubs, il ne se prive jamais de les fêter. Je suis désolé, pour moi il a sa place dans ce classement. Bafétimbi Gomis, de Saint-Etienne à Lyon, comme Coupé. Bah d'ailleurs, c'est peu ou prou la même histoire que Grégory Coupé. Lui non plus n'a pas vraiment eu le choix. Saint-Etienne venait de connaître une saison assez compliquée. Gomis avait connu une saison très moyenne, il finit à 10 buts, pas plus, donc rien de transcendant. Et Saint-Etienne avait besoin de vendre des joueurs. Qui fait la meilleure offre ? L'Olympique Lyonnais. Encore une fois, Lyon qui débarque au mercato d'été avec une offre à 15 millions d'euros, bah ouais, forcément, c'est du pain béni en fait pour Saint-Etienne. Ils sont obligés d'accepter cette offre et même ils vont jusqu'à pousser Gomis à accepter cette offre. Lui était plutôt réticent à la base. C'est Gomis lui-même qui le raconte dans un livre de Bernard Lyons. On lui a ordonné de négocier avec l'OL. On t'a formé, tu dois nous rendre la monnaie de la pièce. Tu n'as pas le droit de faire capoter ce transfert, on lui a dit. Et pour que le transfert ait pu avoir lieu, il a fallu même qu'il baisse son salaire. Donc oui, passer de Saint-Etienne à l'OL, c'est moche, mais là, concrètement, c'est compliqué de le charger. Il n'a pas vraiment eu le choix. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les transferts de joueurs, très souvent, ils n'ont pas le choix. Bon, après, il y a le passage à l'OM aussi. Mais bon, il n'est pas passé de Lyon à Marseille directement non plus, il était à Swansea, il était un petit peu en galère, il avait besoin de se relancer. Bon, t'as envie de rentrer en France, t'as Marseille qui te propose une pige en prêt, franchement, c'est une opportunité unique. Tu ne peux pas refuser, c'est normal. Surtout qu'en plus, il n'était pas une icône de l'Olympique Lyonnais. Il n'y avait aucun devoir moral vis-à-vis de ce club, donc là non plus, ça me semble quasiment anecdotique en fait. Allez, on va terminer avec ce dernier joueur. On va rester dans l'axe Lyon-Saint-Etienne, mais cette fois dans le sens inverse. Anthony Mounier, formé à l'Olympique Lyonnais, supporter de l'Olympique Lyonnais, et pourtant il a failli signer 2 fois à Saint-Etienne dans sa carrière. Une première fois en 2013 quand il jouait à Montpellier, mais Saint-Etienne avait préféré signer Franck Tabanou au dernier moment, et en 2017 où il avait signé un contrat de prêt de 6 mois. Sauf que là, ce sont les supporters stéphanois qui ont fait capoter le transfert. Et oui, et comment ne pas le comprendre, puisque régulièrement dans sa carrière, au cours d'interviews, il a affirmé qu'il était un pur Lyonnais, qu'il avait plutôt de l'antipathie pour Saint-Etienne. Comment passer au-dessus de ça? Alors certains avaient trouvé la réaction des supporters de Saint-Etienne un petit peu excessive, moi personnellement je l'ai trouvée parfaite. Ils ont raison. Comment tu peux accepter qu'un joueur qui a craché sur ton maillot, qui a craché sur ton club à plusieurs reprises, puisse le porter? À un moment donné, c'est une question de dignité. Donc voilà, c'était mon petit 11. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres. On pourrait parler de Dagui Bakary qui passe de Lille à Lens. On peut parler de Bakary Koné qui passe de Nice à Marseille alors qu'une semaine avant, il disait mon cœur est 100% niçois. Bon, voilà, il y en a plein. N'hésite pas à me dire quels sont les transferts qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus touché. Et je voulais en profiter pour passer un petit coup de gueule. Moi, personnellement, ces transferts me font rire. Ça rajoute quelque chose en fait à ces derbies. Ça rajoute quelque chose, ça rajoute une ambiance dans ces matchs-là, ça rajoute quelque chose d'assez électrique, une tension. Moi, j'aime beaucoup, je suis très client de ce genre de match-là. Maintenant, il y a un truc qui m'énerve. C'est le discours des joueurs. Que tu sois un joueur professionnel, que tes choix de carrière soient guidés de manière pragmatique, je le comprends parfaitement. Mais dans ce cas-là, arrête les déclarations d'amour. Arrête d'embrasser les cuissons après 2 semaines passées au club. Ça devient ridicule. Soit t'es pragmatique, soit t'es romantique. Fais un choix en fait à un moment donné. Arrête d'essayer par de belles paroles d'acheter la sympathie des supporters pour qu'ils puissent mieux te pardonner en cas de contre-performance. Parce que c'est ça en fait le but du jeu. C'est uniquement ça, rien de plus. Parce que moi quand même ça me fait rire quand je vois des joueurs qui signent chez un rival et qui après font les étonner parce qu'ils se font insulter. Mais si les supporters en viennent là, c'est pas juste parce que t'as signé chez le rival, c'est parce que t'as joué avec leurs sentiments. Tu leur as fait croire à un amour inconditionnel, et derrière tu vas chez le rival. Bah forcément qu'ils pètent un câble en fait.
Bref, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un nouveau format, donc n'hésite pas à me dire, n'hésite pas à me faire des petits retours, à me dire ce que t'en as pensé, si ça t'a plu. Si tu voudrais que je fasse ça, peut-être pour d'autres championnats, il y a de quoi faire, des traites, il y en a pas qu'en France. On peut y aller, il y a pas de souci. Donc voilà, n'hésite pas à me le faire savoir. Encore une fois, pense bien à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. On approche vraiment des 100 000 abonnés et ça fait super plaisir. Ça sera un beau cadeau de Noël que vous me feriez. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez évidemment me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Twitch pour de nouveaux lives, bien sûr. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao!